Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Akibapla, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce 72e épisode d'Akibapla Podcast. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui m'a beaucoup intéressée ces dernières années et qui m'intéresse toujours autant. Il s'agit de la candidose chronique. Alors évidemment, je vais vous présenter, je vais vous expliquer ce qu'est la candidose chronique, mais avant ça, j'aimerais vous partager 3 raisons pour lesquelles c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La première raison, c'est que j'ai été touchée personnellement par la candidose, il y a de cela presque 10 ans, et c'est grâce à ça que j'ai découvert la naturopathie, et que j'ai ensuite décidé de m'y former pour en faire maintenant mon métier. La deuxième raison, c'est que je trouve que la candidose, c'est quelque chose d'assez fascinant et en même temps d'assez effrayant dans une certaine mesure, parce que ça prend énormément d'ampleur au niveau de la santé publique depuis quelques décennies. Il y a le docteur Vincent Renaud qui explique dans son ouvrage de 2013 qui s'appelle « Fatigue, surpoids, maux de ventre, migraine, mycose et si le responsable était le Candida albicans », eh bien, il explique dans cet ouvrage que plus de 40% des personnes seraient touchées par ce champignon. Donc ça date de 2013. C'est un chiffre qui aujourd'hui est en constante augmentation et c'est pour ça que certaines personnes parlent même de maladie du siècle. Donc c'est vrai que c'est un sujet de santé publique et qui mérite que l'on s'y intéresse. Et la troisième raison qui fait que je m'intéresse particulièrement à ce sujet, c'est que j'étais tellement intéressée par ce sujet que j'ai décidé d'en faire mon mémoire de fin d'études lors de ma dernière année de formation de naturopathie. Et donc j'ai passé plusieurs mois à travailler sur ce sujet et j'avais envie de partager avec vous mes découvertes parce que je pense qu'elles peuvent être utiles à beaucoup de monde. Dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est la candidose chronique et puis on va plonger dans le vif du sujet pour tenter de répondre à cette question. Notre alimentation est-elle un terreau fertile pour le développement du Candida albicans ? Donc l'idée, ça va être un petit peu de voir les liens qu'il peut y avoir entre ce qu'on mange aujourd'hui et le développement du Candida albicans. Mais peut-être que vous débarquez dans cet épisode sans avoir aucune idée de ce qu'est la candidose chronique ou le Candida albicans et que tout ça, c'est peut-être un petit peu flou pour vous. Donc avant toute chose, on va débroussailler le sujet et on va voir ensemble ce qu'est la candidose chronique et ce qu'est le Candida albicans. Alors pour comprendre, il faut revenir dans notre microbiote intestinal, c'est-à-dire ces milliards de bactéries, de levures, de champignons que l'on héberge dans notre intestin et qui ont de multiples fonctions. Et si le sujet vous intéresse et que vous voulez creuser la question du microbiote, je vous renvoie aux 2 épisodes détaillés que j'ai réalisés sur le sujet en juin 2025. Je vous mets les liens dans la description de cet épisode. Et ça serait d'ailleurs une bonne intro à aller écouter avant d'écouter cet épisode sur la candidose chronique. Dans nos intestins, on héberge à peu près 2 kg de micro-organismes. Donc 2 kg, c'est assez énorme. Je dis souvent en atelier que 2 kg, c'est par exemple 2 paquets de farine de 1 kg. Comme ça, on peut un peu plus se représenter ce que ça représente en termes de poids, de taille. Et c'est vrai que c'est assez énorme de se dire qu'on a 2 kilos comme ça de micro-organismes dans nos intestins. Et parmi ces micro-organismes, on va retrouver le Candida albicans. Alors, en quantité entre guillemets normale, le Candida albicans, c'est une levure qui ne présente aucun danger pour notre santé. Voilà, elle est là, elle est présente, elle fait sa petite vie et elle ne nous dérange pas. Mais lorsque les conditions nécessaires vont être réunies, cette levure, elle peut se transformer en moisissure et donc devenir pathogène. Et c'est là où on parle de candidose intestinale ou candidose chronique. Cette candidose, elle va d'abord survenir au niveau digestif, évidemment, vu que ça commence au niveau du microbiote intestinal, et ensuite il peut lui arriver de migrer vers la peau, les bronches, le vagin, puisque le microbiote intestinal, il va coordonner un petit peu les autres microbiotes. Ça, c'est des choses que j'ai expliquées dans les 2 épisodes sur le microbiote tournés en juin dernier. Donc pour résumer,
Une candidose chronique, c'est lorsque le Candida albicans, il est présent en trop grande quantité dans notre microbiote intestinal et qu'il change de forme. Il va passer de levure toute gentille, toute sympa, à moisissure qui va, elle, causer des dégâts. Et de quels dégâts parle-t-on exactement ? Est-ce que on peut savoir comme ça si on a une candidose chronique ou pas ? Eh bien, on va voir ensemble les principaux symptômes. Et pour cela, je me base sur la répartition réalisée par Anne-Sophie Pasquet, qui est naturopathe et formatrice sur le digestif. Elle classe ces symptômes en deux parties, les symptômes purement digestifs et les symptômes non digestifs. D'ailleurs, petit aparté, petite parenthèse que j'ouvre pour les naturopathes qui écoutent. Je vous conseille vraiment la formation d'Anne-Sophie Pasquet qui s'appelle Naturodigest. Je l'ai suivie il y a quelques années et franchement c'est génial pour tout comprendre sur les troubles digestifs et mieux accompagner les personnes en cabinet. Donc si vous voulez un code promo pour cette formation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Parenthèse refermée, quels sont donc les symptômes au niveau digestif que peut causer la candidose chronique ? Alors, on va retrouver par exemple des ballonnements, des douleurs abdominales, une fatigue après le repas, donc c'est ce qu'on appelle la fatigue post-prandiale. Il peut y avoir aussi des démangeaisons anales, surtout le soir et la nuit. Et ça, c'est vrai que c'est un symptôme dont on n'ose pas parler comme ça à tout le monde, on va dire, puisque ça peut être considéré un petit peu comme un symptôme gênant, entre guillemets, et un symptôme un petit peu honteux, si on peut dire. Et puis, ça peut aussi causer, le Candida albicans, la candidose chronique, un transit qui va être perturbé. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on peut avoir des selles qui sont plutôt sous forme de diarrhée. Un autre jour, on peut avoir plutôt tendance à la constipation. Et donc, il va y avoir comme ça une alternance des deux, ou alors seulement diarrhée ou constipation. Donc, au niveau des symptômes digestifs, vous voyez que ça fait déjà une liste qui est bien fournie. On pourrait dire, c'est déjà pas très sympa d'avoir une candidose chronique vu les symptômes digestifs qu'il y a, mais en plus de ça, il peut y avoir des symptômes non digestifs, et c'est là où ça devient un peu plus complexe. C'est-à-dire que la candidose chronique, ça peut causer des mycoses vaginales, des mycoses au niveau des orteils, de l'œsophage ou même de la langue. Ça peut causer aussi des démangeaisons du cuir chevelu, du nez et du dos, pareil, surtout le soir et la nuit. Et puis aussi des troubles de la concentration, la sensation d'être un petit peu dans le brouillard, de plus trop arriver à réfléchir. Donc ça, c'est parmi les principaux symptômes de la candidose chronique. Le docteur Vincent Renaud, que j'ai cité tout à l'heure, et le docteur Besson qui a rédigé un livre sur le sujet il y a plus de 30 ans, ils ajoutent également d'autres signes à ces symptômes de candidose, comme par exemple la fatigue chronique, la surcharge pondérale, les rhumatismes, le fait d'avoir des aphtes de façon très régulière, les brûlures d'estomac, des problématiques dermato ou encore des infections urinaires à répétition. Donc c'est vrai que ça fait énormément de symptômes et que à la lecture de tout ça, on peut peut-être tous avoir l'impression d'avoir une candidose chronique parce que peut-être qu'on a tous soit un symptôme digestif ou soit parfois des démangeaisons ou de la fatigue chronique. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des antécédents de santé qui peuvent créer un terrain à candidose. Pour le docteur Besson, par exemple, ce sont plutôt les femmes entre 15 et 50 ans qui sont touchées, celles qui ont pris la pilule contraceptive, qui ont du diabète, qui ont été peut-être touchées par un choc psychoaffectif ou encore qui ont utilisé des antibiotiques ou des traitements contre l'acné. Donc c'est vrai que le docteur Besson dresse un peu le profil type, le portrait robot des personnes qui ont tendance à développer une candidose chronique. Et en fait, le fait que la candidose chronique, elle présente autant de symptômes, ça fait que c'est difficile pour les médecins de poser un diagnostic, évidemment, parce qu'on voit que les symptômes sont très très divers et qu'il faut faire le lien entre tous ces symptômes et puis ensuite orienter vers le bon test. Et c'est pour ça que le docteur Vincent Renaud, il le rapporte très bien dans son livre en expliquant que en fait, la candidose digestive, elle passe inaperçue très souvent et qu'elle va laisser place, après plusieurs années, à une candidose extra-digestive. C'est-à-dire qu'on peut avoir des symptômes au niveau digestif, puisqu'on a une candidose digestive, et qu'au bout de quelques temps, on peut se retrouver avec, par exemple, des mycoses vaginales. C'est-à-dire que la candidose, elle sera passée de la candidose purement digestive à une candidose extra-digestive. Et en plus de ça, il y a des recherches scientifiques qui montrent que ce champignon, déjà qu'il cause pas mal de dégâts, il sécrète aussi 35 toxines différentes dans le corps.
On appelle ça des mycotoxines. Et ces mycotoxines, elles vont venir perturber notre fonctionnement cérébral. Donc ça, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec cette idée d'avoir un espèce de brouillard mental. Elle va perturber, les toxines vont aussi perturber le système immunitaire. Et puis finalement, tous les autres systèmes, articulaires, hormonaux, etc. Et enfin, pour terminer sur la présentation du candida albicans et de la candidose chronique, eh bien le candida albicans, quand il va être sous sa forme moisissure, il va sécréter des enzymes qui vont être très agressives et qui vont en fait créer de l'hyperperméabilité intestinale. Donc ce candida albicans, il est assez sournois, taquin, invisible, insidieux. Et en plus de ça, il se protège avec un biofilm, c'est-à-dire une espèce de carapace qui fait que même lorsqu'on essaie de s'en débarrasser, c'est souvent difficile. Donc vous voyez que le tableau est un petit peu sombre, on va dire que quand on a une candidose chronique, c'est vrai qu'on a affaire à énormément de symptômes, peut-être à une errance médicale aussi. Et en fait, la question que je me pose et que je me suis posée dans mon mémoire, c'est mais comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui ? Comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de personnes à travers le monde qui sont touchées par ce phénomène de candidose chronique ? Et est-ce que finalement, notre alimentation moderne, elle peut être la cause de ce développement du candida albicans et de la candidose chronique ? Alors il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer la prolifération du candida albicans. Et là, je me tourne à nouveau vers le livre du docteur Vincent Renaud, qui explique que ça peut venir de l'utilisation à outrance des antibiotiques, de la prise de certains médicaments, dont la pilule contraceptive par exemple, ou encore du stress. Et le dernier élément qu'il mentionne, c'est notre alimentation moderne, qui aurait drastiquement changé depuis 50 à 70 ans. Donc, quand on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire finalement ? C'est quoi les changements majeurs qu'il y a eu dans notre alimentation en 70 ans ? Et bien, pour le savoir, je me suis penchée sur une étude de l'INSERM qui montre que par rapport à 2050, on consommerait aujourd'hui par exemple 2 fois moins de pain et de pommes de terre, un peu plus de fruits et légumes, plus de protéines animales comme les œufs, la viande, le poisson, et beaucoup plus de sucre et de produits sucrés. Et c'est là vraiment le point important, c'est qu'on est passé de 26 kg de sucre par an et par habitant en 1950 à aujourd'hui plus de 35 kg par an et par habitant. Donc on a augmenté notre consommation de sucre à peu près de 10 kg par an et par habitant en 70 ans. Et ça, ce n'est qu'une moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mangent beaucoup plus que 35 kg de sucre par an. Donc c'est absolument colossal. Et vous allez me dire, mais quel est le lien finalement entre la consommation de sucre et le candida albicans ? Eh bien en fait, le candida albicans, il utilise le sucre pour proliférer, parce que c'est sa principale source de carburant. Donc le candida albicans, il adore quand on mange du sucre, parce qu'il se dit, chouette, grâce à ça, je vais pouvoir proliférer, je vais pouvoir me développer, je vais pouvoir changer de forme et passer de la forme levure à la forme moisissure. Le candida albicans, dès qu'on lui donne du sucre, c'est vraiment l'idéal pour lui pour prospérer. Et il y a aussi des études qui ont montré que le biofilm du candida albicans, c'est-à-dire cette petite carapace qu'il se fabrique pour se protéger, elle était composée de glucose par exemple. Donc il utilise même le sucre pour faire sa petite carapace. Donc le candida albicans, il utilise le sucre pour grandir, pour se propager dans les intestins et aussi pour se protéger du système immunitaire de la personne infestée. Et toutes ces études qui montrent ça, elles sont consultables sur le site PubMed. C'est un site internet qui recense des milliers et des milliers d'études scientifiques à travers le monde. Et je me suis basée sur ce site et sur ces études pour réaliser mon mémoire par exemple. Mais pour autant, et là c'est un point important, en fait il ne suffit pas de manger beaucoup de sucre pour développer une candidose. En fait, ça va dépendre d'autres facteurs. Et c'est là où on va parler de terrain. En naturopathie, on parle de terrain, c'est-à-dire qu'on a tous un terrain qui nous est propre et qui vient à la fois de ce que nous ont transmis nos parents à la naissance, mais aussi de notre hygiène de vie depuis notre naissance. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, si on est une femme entre 15 et 50 ans, qu'on a pris la pilule pendant X années ou qu'on la prend encore, qu'on a été traité pour de l'acné avec du Roaccutane par exemple, et qu'en plus on est stressé, et que dans notre alimentation on a tendance à manger pas mal de sucre,
eh bien il y a là tous les ingrédients réunis pour développer une candidose. Et spoiler alerte, je cochais toutes ces cases lorsque j'ai eu une candidose il y a 10 ans. Donc ça c'est vraiment absolument incroyable de voir la puissance que peut avoir et la consommation de sucre et tout notre terrain, c'est-à-dire un petit peu toutes les choses qu'on va mettre en place, les décisions aussi qu'on va prendre, parce que prendre la pilule, c'est une décision qui nous est propre. Être traité pour de l'acné par du Roaccutane, c'est aussi une décision qui nous est propre. Donc voilà, tout ça fait que ça peut créer un terrain à candidose. Donc finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'alimentation, c'est pas un déclencheur direct d'une candidose, puisque je vous ai dit, ça dépend aussi d'autres facteurs, mais l'alimentation, elle peut évidemment participer à la création d'un terreau fertile pour la prolifération du Candida albicans. Et notamment la consommation de sucre, qui semble être très néfaste pour notre santé de façon générale, mais aussi et surtout pour le développement du Candida albicans. J'espère que cet épisode vous aura aidé à y voir plus clair concernant les liens qu'il peut y avoir entre alimentation et candidose, et que vous aurez appris des choses sur le Candida albicans, ce champignon au super pouvoir qui hack notre système immunitaire et notre santé. Dans un prochain épisode, on abordera ensemble la question des fameuses diètes anti-candida, c'est-à-dire que vous avez peut-être vu passer des régimes anti-candida qui prônaient du sans sucre, du sans champignon, du sans FODMAP, du sans aliments lactofermentés, et on va voir un petit peu quelles diètes sont les plus pertinentes d'après les dernières études scientifiques pour tenter de diminuer la prolifération du Candida albicans. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager à une personne qui peut-être partage les différents symptômes que j'ai mentionnés dans l'épisode. Cet épisode peut peut-être l'aider à y voir plus clair. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mon compte Instagram @natur, N-A-T-U-R, sans E, _8 Audrey. On se retrouve mardi prochain pour une superbe interview avec une invitée de choix. On y parlera du drainage lymphatique et de ses nombreux bienfaits pour notre santé. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite. C'était À qui bat plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.